Alors, on va voir dans ce tutoriel, pourrait-on dire, mais un tutoriel, c'est ça, un tutoriel. Comment créer un script bash. Alors, donc, bash, c'est non seulement une ligne de commande, mais c'est aussi un langage de script qui est relativement prisé par les programmeurs, les DevOps, les gestionnaires et les Power User Unix. On va apprendre dans ce document-là comment créer notre premier script bash. Puis, ce que je vous recommande, en fait, c'est ce que vous devriez faire, c'est de faire les mêmes étapes que celles que je réalise dans ce PowerPoint-là. Vous devriez les faire en même temps, vous, pour voir comment ça fonctionne. Okay. Donc, le plan. On va torcher ça ici. Donc, le plan, c'est d'abord de parler des éditeurs de texte. Essentiellement, on va parler de PyCharm. On va ensuite parler de un script de base. On va parler du shebang. On va parler de l'encodage et des fins de ligne. On va parler des permissions d'exécution. Puis on va faire un petit résumé à la fin. Donc, ça a l'air de rien, mais juste pour parler de comment écrire un script bash, il faut parler de toutes ces choses-là. Okay. Donc, les éditeurs de texte. Alors, pour scripter, ça prend un éditeur de texte. Et évidemment, Bash ne fait pas exception à ça. Donc, traditionnellement, dans le monde Unix, Linux, il possède ses propres éditeurs, les plus emblématiques étant les suivants. Un éditeur qui s'appelle Ed, qui est absolument, enfin, je ne vous le conseille pas. En fait, c'est un éditeur qui fonctionnait avec les télétypes. Donc, ça peut vous donner une idée. Ensuite de ça, vous avez VI puis Vim, qui sont deux éditeurs relativement populaires, qui sont auréolés d'une... Quand vous utilisez ces éditeurs-là, vous êtes un vrai hacker. Bon, moi, personnellement, je les ai en horreur, donc je dois pas être un vrai hacker. Après ça, Emacs, un autre éditeur typiquement linuxien, qui est aussi très étrange. Mais que si j'avais le choix entre VI et Emacs, je prendrais Emacs. Après ça, vous avez Nano, qui est un éditeur, disons, plus genre Notepad++, donc un peu, disons, plus, en fait, il est même plus simple que Notepad++. Donc, on peut faire moins de choses avec, mais disons qu'il est plus convivial. Donc, ça, c'est ce que je venais de dire. Donc, bon, en fait, ce que je venais de dire. Donc, VI et Emacs possèdent l'avantage et l'inconvénient de fonctionner en mode terminal. Donc, c'est des éditeurs que vous pouvez utiliser en mode terminal. Ils possèdent aussi l'inconvénient pour un Windowsien ou un Macintoshien d'avoir une interface puis un mode de fonctionnement qui sont rébarbatifs. Donc, à l'exclusion de Nano qui est plus convivial. Évidemment, avec la pratique, vous pouvez arriver à maîtriser ces éditeurs-là, sauf que si vous les utilisez pas toutes les semaines, je veux dire, c'est des choses qui sortent complètement, là, ça finit par sortir de la tête complètement. Donc, moi, je vous dis que la vie est courte, puis que votre énergie est limitée. Donc, si jamais vous êtes dans un environnement Linux, puis vous devez coder dans un environnement Linux, ça vaut la peine de vous consacrer à ça. Sinon, perdez pas votre temps avec ça. Okay? Donc, les vrais, disons, Linuxiens hardcore qui m'entendraient dire ça voudraient m'arracher la tête, mais c'est la vie. Donc, nous, on va commettre le sacrilège des sacrilèges. On va éditer nos scripts bash dans Windows. Okay, mais si vous avez l'éditeur qu'on va prendre qui s'appelle PyCharm, si jamais vous êtes pur Linuxien, vous pouvez aussi éditer avec PyCharm si vous voulez. Donc, la plupart des éditeurs modernes
sont souvent ou généralement sont multiplateformes. Okay? Donc, ils peuvent éditer du bash sans problème. Ça inclut Visual Studio Code. On aurait pu prendre ça, comme on a pris pour CMD. PyCharm, puis les autres produits de JetBrains comme IntelliJ, Atom, Sublime Text, Notepad++, mais qui lui est pas, disons, multiplateforme, etc. Donc, Visual Studio Code puis PyCharm possèdent un linter bash, probablement que les autres aussi, mais il faut savoir que ça, c'est un énorme avantage. Sincèrement, je veux dire, Visual Studio Code puis PyCharm, c'est probablement les deux meilleurs choix qu'on peut faire. Mais étant donné que plus tard dans le cours, on va utiliser PyCharm avec Python, on va tout simplement commencer à l'utiliser dès maintenant. Donc, pourquoi? Parce que PyCharm fonctionne très bien avec Bash. Donc, sur les machines du cégep, PyCharm va déjà être installé, sinon il faut l'installer. On va utiliser la version Community gratuite. Donc, si jamais vous avez la version éducative, désinstallez-la et installez la version Community. Donc, une fois que vous avez installé PyCharm, il faut le lancer. Quand vous le lancez, vous allez avoir cette espèce d'écran-là ici qui va s'afficher. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas besoin de faire un Create New Project parce que c'est juste des scripts bash. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'élaboré. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un dossier, puis on va commencer à coder dedans. Donc, on va cliquer sur Open. Puis, dans le dialogue qui va apparaître, on va se choisir un emplacement pour coder nos scripts. Donc, c'est un emplacement que vous devriez déjà avoir créé d'avance en tant que dossier. Donc, moi ici, vous voyez que je l'ai mis dans mon emplacement du cours actuellement, le cours 03. Là, ici, c'est marqué 03 WSL, mais là, il ne s'appelle plus comme ça. Il s'appelle 03 Bash, mais c'est pas grave. Et après ça, vous faites OK. Une fois que vous avez fait ça, la fenêtre principale de PyCharm va apparaître. Et elle va se présenter comme ceci. Okay. Ici, à gauche, vous allez avoir l'explorateur de projet avec votre dossier ici, script. Puis, à l'intérieur de script, quand on va rajouter des... Parce que là, pour l'instant, il est vide, ce dossier-là. Donc, quand on va rajouter des choses, ça va se rajouter ici, à l'intérieur. Vous avez bien sûr le menu en haut. Vous avez la barre d'état en bas avec différentes possibilités, etc. Ce qui nous amène maintenant à écrire notre premier script bash. Donc, en passant, PyCharm, c'est un éditeur, c'est ça, c'est standard quand on a déjà utilisé d'autres éditeurs avant, c'est juste qu'il faut un peu prendre le temps de s'habituer. Donc, on va commencer par ouvrir un terminal. Dans le coin inférieur gauche de PyCharm, vous allez cliquer sur Terminal. Dans le terminal qui apparaît, vous allez entrer WSL ou Bash pour passer en mode Bash. Donc, vous avez ici le terminal local et automatiquement, la ligne de commande va s'ouvrir, mais va s'ouvrir dans votre dossier où vous êtes localisé. Okay. Donc, moi ici, mon dossier, ici, c'est celui-là. Donc, quand on va cliquer sur Terminal, ça va créer un terminal exactement dans le dossier où on est localisé. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau script vide dans l'explorateur de projet PyCharm. Bon, c'est-à-dire que nous, on veut créer un nouveau script vide, ok? Mais avant d'entrer dans certaines considérations, ce qui concerne l'encodage et toutes ces choses-là, on va se créer un script vide à l'aide de la ligne de commande. Mais on aurait pu le faire dans l'environnement PyCharm. On aurait pu aussi le faire à l'aide de l'explorateur Windows. Mais pour essayer de ne pas causer de troubles tout de suite, on va le faire avec la ligne de commande. Donc la première option devrait bien fonctionner. La deuxième, c'est pas une bonne idée, comme on va le voir plus tard. L'option la plus intéressante pour le moment, c'est de prendre une troisième voie et de créer un nouveau script vide avec la ligne de commande bash elle-même. Donc on peut créer un nouveau script vide
dans Bash exactement comme on le fait en DOS ou en PowerShell, c'est-à-dire à l'aide de la commande echo et d'une redirection vers un nouveau fichier. Donc, pour une raison qu'on va expliquer plus loin, on va toutefois envoyer quelques retours de ligne dans ce nouveau fichier-là grâce au commutateur E, -E escape. Donc, vous allez entrer la commande que vous voyez ici. Donc, echo, -E, entre guillemets, /n, c'est des retours de ligne. Et tout ça, on va rediriger cette sortie-là vers bonjour.sh. Donc, bonjour.sh, c'est parce que, par convention, les scripts bash se terminent par .sh, qui en fait les distingue pas nécessairement de d'autres shells qui aussi peuvent avoir l'extension .sh. Mais si vous voulez mettre l'extension .bash, BASH, vous pouvez. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, aussi, ce que vous pouvez voir, c'est que les /n, ce genre de choses-là, peut fonctionner dans Bash, okay, ce qui n'était pas le cas dans CMD. Une fois que vous avez fait vous avez exécuté cette commande-là sur la ligne de commande, le script va apparaître ici dans la zone de projet. Quand vous allez double-cliquer dessus, le fichier bonjour.sh va s'ouvrir. Mais au moment de s'ouvrir, vous allez voir ici un message apparaître. Would you like to install shell check to verify your shell scripts? Alors, c'est une très bonne idée de dire oui. Donc, vous cliquez sur Install. Okay. Normalement, si jamais vous n'avez pas ce truc-là qui s'installe, il faut l'installer à la mitaine. Donc, il y a moyen d'aller dans une zone de menu et d'installer les plugins, parce que ça c'est un genre de plugin. Il y a moyen d'installer des plugins, donc vous pouvez aller sur plugin, shell check, PyCharm. Faites ça sur, mettons, Google, vous cherchez ça, puis ça va vous indiquer comment l'installer. Donc, shell check, c'est quoi? Shell check, c'est ce qu'on appelle un linter dans le jargon de la programmation. Donc, un linter, c'est quoi? C'est un vérificateur de programme. C'est un linter pour Bash, puis sincèrement, en fait, vous voulez juste pas vous en passer. Okay. Parce que Bash, disons qu'il y a certaines petites affaires avec ce langage-là, des fois, qui sont très tannantes. Donc, le linter va vraiment vous pointer du doigt, ça, faut que tu fasses attention. Donc, un linter, c'est un programme qui est pas un compilateur, qui est pas un interpréteur, mais qui passe par-dessus votre code. C'est comme quelqu'un qui fait une vérification de votre code avant que votre code soit compilé ou interprété. Ça permet de vérifier statiquement votre code, okay, donc avant qu'il soit interprété ou compilé. Les langages interprétés, comme par exemple le Bash, le Python, le JavaScript, etc., ou faiblement typés comme le langage C, des origines, bénéficient généralement largement de l'utilisation d'un vérificateur de programme ou d'un linter. C'est pour ça que quand on code en Bash, en Python, en JavaScript, etc., on a tout le temps un linter pour nous aider. Puis si on fait du langage C, en général, dans les anciens compilateurs, on avait besoin d'un linter. Les nouveaux compilateurs sont excessivement puissants, puis sont capables vraiment de nous pointer du doigt des erreurs que les anciens compilateurs ne pouvaient pas faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez installer shell check aussi en mode autonome, puis l'exécuter sur la ligne de commande. Mais dans PyCharm, dès que vous allez commencer à coder un nouveau script bash, il va vous proposer d'installer ce check. Donc, évidemment, c'est ça que j'ai dit tantôt, là. En fait, je me répète là ici. Donc, installez-le. Et avant même aussi de commencer à coder le script, on va vérifier que le script vide comprend bien plusieurs lignes. Donc, vous voyez ici que notre script comprend plusieurs lignes. 1, 2, 3, 4. Donc, on affiche 4, PyCharm en passant affiche 4 lignes alors que le fichier contient seulement 2 retours de ligne. Okay, c'est normal que ce soit comme ça. Donc, vous allez vérifier aussi dans le coin inférieur droit de PyCharm que la configuration est bien de type linefeed UTF-8. On va revenir plus tard sur ce que ça veut dire linefeed UTF-8. En fait, UTF-8, vous savez déjà ce que ça veut dire parce qu'on a déjà parlé dans CMD. Mais linefeed, on n'est pas passé sur cette question-là, donc on va y revenir un peu plus loin. Donc, on va coder finalement le script avec la bonne vieille commande echo. Donc, en bash, on met idéalement les strings entre guillemets. Et on va exécuter la chose. Okay. Donc, moi, dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est-à-dire que vous allez exécuter votre script.
Donc, pour l'exécuter, vous allez sur votre ligne de commande. Donc ici, si je me tasse un peu la face, on voit que pour exécuter le script, on a juste à faire ./bonjour.sh en étant bien entendu dans le bon dossier. Et ça va exécuter le script bonjour bash. Donc ça va exécuter le echo qu'on a demandé. Donc c'est important en bash, quand on veut exécuter un script, de mettre ./ en avant du script, comme en PowerShell, mais contrairement à CMD, DOS. Aussi, vous devez absolument entrer l'extension du nom de fichier, sinon ça ne fonctionne pas en bash. Donc si par exemple vous ne mettez pas ici le ./ en avant, ça ne marchera pas. Si vous mettez le ./ mais que vous ne mettez pas l'extension .sh, ça ne marchera pas non plus. Une autre façon d'exécuter le script, c'est de demander à la commande bash elle-même de l'exécuter. Donc par exemple ici dans bash, on pourrait dire bash bonjour.sh, puis bash à ce moment-là va exécuter bonjour.sh. Mais cette même commande-là, bash bonjour.sh, on aurait pu l'exécuter dans CMD. Et pareillement, on peut aussi, là je suis un peu surpris en fait de voir ça ici. Ah, ok, c'est parce qu'on utilise WSL. On peut aussi demander à WSL d'exécuter la commande et ça va marcher aussi. Tout ça dans CMD ou dans PowerShell. On va maintenant ajouter un commentaire. Donc en bash, et comme dans de nombreux autres langages de script, incluant PowerShell et Python, un commentaire débute par un caractère croisillon ou H et s'étend jusqu'à la fin de la ligne. Donc ici, sur la ligne 1, rajouter un commentaire comme on voit ici, là. Mon premier script bash, echo bonjour.bash. Okay. Donc là, je vais faire une petite pause. Alors, je vais essayer de faire le démo un peu de ce qu'on a fait dans cette partie-là. Donc, on commence par faire Open. Là, ma fenêtre, il l'a pas mis à la bonne place. Là, il me demande où est-ce que je veux créer quelque chose. Ça fait que là, moi, je vais aller dans Bash ici, dans Script 2. J'ouvre ça. Attendez un peu que... Là, je l'amène ici. Tout à fait la bonne grosseur. Je suis désolé de faire ça d'en face. On va réduire un peu comme ça aussi. Bon. Alors ici, vous avez une espèce de message là, ça se peut qu'il vous pointe d'en face. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Si quelqu'un sait quoi faire avec ça, qu'il me le dise. Moi, je le ferme toujours, puis ça finit là. Donc, on veut maintenant se créer quelque chose là-dedans. Là, pour l'instant, il n'y a absolument rien dans notre dossier script, notre dossier de projet. Donc, on va s'ouvrir un terminal. On va passer en mode WSL. Et là, on va faire echo. On va faire -e, \n, \n. Et on va envoyer ça vers bonjour.sh. Donc, si je m'envoie ici maintenant, je vois que j'ai mon fichier bonjour.sh. Je double-clique dessus. Et là, lui, il me demande pas si je veux installer shell check parce que je l'ai déjà shell check. Okay? Donc ici, j'ai mon line feed, j'ai mon UTF-8, c'est correct. Donc là, je peux commencer à coder. Donc par exemple, echo bonjour bash. Et sauvegarder. Une fois que j'ai fait ça, je m'en vais ici. Je peux écrire bonjour.sh et on voit que ça fonctionne.
probablement, là, je sais pas si je clique ici, qu'est-ce qu'ils vont me faire. Run bonjour.sh. Probablement que ça ne marchera pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Run faire. Ouais, il est tout mélangé. Donc, il ne sait pas en fait quoi faire parce qu'il essaie de l'exécuter dans CMD, donc ça ne marchera pas. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, on voit ici. Il y aurait probablement un moyen de faire une configuration d'environnement, mais à quoi bon? Okay, parce qu'on a ici notre ligne de commande, puis c'est là qu'on veut l'exécuter, donc c'est parfait comme ça. Et on peut finalement rajouter un commentaire. Ici. Bon, je pense que c'est ça que j'avais demandé. Mon premier script bash. Donc, c'était ce qu'il y avait à faire pour la première partie. On retourne, je vais faire une autre pause. Alors là, on va parler du shebang. Donc, en général, sous Linux, les scripts doivent commencer par ce qu'on appelle un shebang. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur Wikipédia, probablement. C'est ça. Donc, un shebang, c'est quoi? C'est un commentaire spécial qui doit se retrouver sur la première ligne de votre script. Ce commentaire-là indique quelle commande doit être invoquée pour exécuter le script. Dans Windows, pour savoir quelle commande doit être invoquée, c'est l'extension qui détermine ça. Donc, dans Windows, on associe telle extension à tel programme, telle extension à tel programme, telle extension à tel programme. Je pense que sur Mac, il y a un peu la même affaire. Il y a peut-être qu'il y a une signature aussi, là, mais je suis pas tout à fait au courant. Okay? Mais dans Linux, il n'y a pas rien qui dit qu'un script qui se termine par SH doit être un script bash ou un script qui se termine par PY doit être un script Python. Il n'y a absolument rien qui dit ça. Donc, la seule façon de savoir qu'un script Python doit être exécuté par la commande Python puis qu'un script bash doit être exécuté par la commande bash, c'est d'ajouter un shebang au début. Bon, quand j'ai dit ça, vous venez de voir qu'on a pu exécuter un script bash dans bash. Pourquoi? Parce que bash est capable de reconnaître un script bash. Mais c'est purement, ça donne que c'est comme ça. C'est parce qu'on a exécuté un script bash dans bash. Mais si on avait exécuté un script Python, ça n'aurait pas marché. Okay? Donc, il faut mettre un shebang en avant pour que ça fonctionne. Puis c'est une bonne habitude à prendre, même dans le cas d'un script bash qu'on exécute dans bash. Parce que votre script bash, il pourrait être exécuté d'une autre façon. Okay? Votre script bash pourrait être exécuté par un autre programme que la ligne de commande bash. Il pourrait être exécuté par une autre ligne de commande que bash, ou il pourrait être exécuté carrément par un programme, comme par exemple Python pour exécuter le script bash. Mais comment il ferait pour savoir que c'est un script bash? Donc, il regarderait le shebang, qui est la première ligne en haut du script. Donc, c'est quoi un shebang? Donc, si vous arrivez et vous rentrez, point d'exclamation, ouais, là, je me suis trompé, là. Je me suis trompé de barre. OK. Donc, croisillon, point d'exclamation. Donc, c'est un commentaire spécial. Donc, vous entrez ça sur la première ligne. OK. Puis PyCharm, comme par hasard, va vous afficher une liste de shebang potentiels. OK. Parce que PyCharm, c'est votre ami. Hein? Il vous permet de simplifier les choses. Donc, il va vous afficher un paquet de shebang possibles. Fait que lui, il se rend compte que vous êtes en train de créer un script shell, parce que vous avez .sh. Fait que là, il vous demande quel shell vous utilisez. Est-ce que vous faites du bash, du CSH, du KSH, du SH, du TCSH ou du ZSH? Hein? Vous l'a servi, mais nous, on fait du bash. Donc, on va choisir bash ici et il va vous ajouter cette espèce de truc-là ici, en avant. Donc, /usr/bin /env bash. C'est la façon standard d'écrire un shebang bash. Vous pourriez aussi écrire /usr/bin bash ou encore /bin /bash. Ça fonctionnerait aussi, mais la façon, disons, la plus portable dans tous les systèmes Unix, ok, pas juste Linux. Donc, dans tous les systèmes Unix, la façon la plus portable, c'est de l'écrire exactement comme ce que PyCharm vous a proposé. Okay. Après ça, vous avez juste à exécuter votre script pour valider à nouveau que ça fonctionne. Donc, comme je l'explique ici, le shebang, c'est pas vraiment quelque chose de facultatif. Okay? Donc, c'est pas recommandé de le laisser de côté. Donc, c'est ça. J'explique ici là, pourquoi c'est une bonne idée, mais je pense que j'ai déjà expliqué avant. Okay? Donc, si on revient à notre code, ici, donc on va rentrer notre shebang.
Donc, croisillon, comme ça. Et là, il nous donne la possibilité, on choisit bash. Et après ça, on s'en va ici exécuter à nouveau notre truc. Et on voit que ça fonctionne très bien. Ce qui nous amène à l'encodage. Donc, encodage et fin de ligne. Encodage line feed UTF-8. Donc, on avait expliqué tantôt que notre fichier par défaut, dans notre cas, c'était line feed UTF-8. Donc, sous Linux, ok, ça c'est très important, sous Linux, sous Unix en général, probablement que Macintosh c'est la même chose aussi, je dis bien, tous les scripts et tous les fichiers de code, C#, C, C++, Python, Java, JavaScript, tout ce que vous voulez, c'est toujours encodé de la même façon. Okay? L'encodage utilisé est universellement UTF-8 et le retour de fin de ligne, le caractère utilisé pour désigner les retours de fin de ligne, c'est toujours un line feed, LF. Okay? C'est absolument standard dans l'univers Unix. Donc, sous Windows, malheureusement, la convention n'est pas aussi claire et il y a souvent toutes sortes d'affaires qu'on voit là-dedans. Okay. Donc, les programmes sous Windows sont capables de fonctionner souvent avec les conventions Linux. Donc, un autre avantage d'utiliser les conventions Linux, c'est que les programmes Windows savent que la convention Linux est utilisée. Donc, ils comprennent c'est quoi que ça veut dire, cette patente-là. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les programmes Linux, en général, ne savent pas c'est quoi la convention Windows. Donc, si vous utilisez quelque chose qui est encodé à la manière de Windows, vous essayez d'exécuter ça dans Linux, pouf, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans PyCharm, on va cliquer sur notre script ici, puis on va faire New File. Okay. On va l'appeler Jourbon, par exemple. Okay. Puis, on va mettre le code que vous voyez ici dedans. Okay. N'utilisez pas copier-coller. Okay. Parce que si vous utilisez copier-coller, en tout cas, vous allez voir pourquoi que je vous demande de faire ça. De toute façon, c'est pas trop long de rentrer ça. Okay. Et ensuite, on va exécuter le script. Alors, quand on va exécuter le script, on va voir apparaître un message d'erreur très étrange. Okay. Donc, en fait, il y a deux erreurs étranges qui vont apparaître. Le message, parce qu'on va voir une première erreur qui ça va apparaître \r command not found, Jourbon, après ça \r command not found. Okay. Ce qui est tout à fait désarçonnant quand on voit ça la première fois. Donc, on va le faire ici pour le plaisir de le faire. Donc, on va se créer un nouveau script ici. New file. On va l'appeler jourbon.sh. On va ajouter notre shebang. Bash. Après ça, un commentaire. Deuxième script. Et on va ajouter ensuite de ça echo. Qu'est-ce qu'on avait mis en tout cas? Jourbon. Alors, CTRL S, sauvegarder. On exécute ça. Ah, là, ça a fonctionné probablement parce que j'ai changé mon encodage par défaut dans mon truc. Ce qui n'est pas tout à fait... Bon, va falloir que je détruise ce truc-là dans mon... à moins que j'essaye de convertir cette situation-là à mon avantage pour pas que j'aie l'air trop débile. Bon, en tout cas, vous, ça aurait dû donner probablement quelque chose qui ne marche pas, mais moi, manifestement, j'ai pas eu mon petit problème que je pensais avoir. Probablement parce qu'il m'a mis les bons line feed à la fin. Donc, pourquoi qu'il me met ça? Je retourne ici. Il me met line feed. Ah, lui, là, il met carriage return line feed. Tantôt, il me l'a pas mis. Là, je sauvegarde. Ouais, mais là, je suis quand même subjugué. Parce que normalement, ça devrait pas marcher. Parce que je suis en CRLF. Bon, je pense que je vais peser sur pause.
Alors, je reprends où j'en étais. Manifestement, les choses ont changé depuis la dernière fois que j'avais fait ce truc-là, c'est-à-dire il y a environ 2 mois. On dirait qu'il y a eu des améliorations. J'ai probablement fait certaines mises à jour, etc. Et on dirait que maintenant, WSL est capable, et Ubuntu qui est installé dessus, on dirait qu'il est capable de savoir qu'il y a des trucs qui sont codés avec la finale Windows, qui est ici que vous voyez, CRLF. Donc on dirait que Ubuntu dans WSL que j'ai mis à jour, etc., etc., on dirait qu'il est capable de reconnaître ça et de ne pas soulever d'erreur, contrairement à ce qui était le cas avant. Donc, est-ce que tout ce que j'ai dit, c'est de la pure perte? Je croirais pas, parce que vous allez voir que des fois, je présume que dans les Linux standards ou normaux, ou si vous êtes sur une vieille installation, vous allez peut-être avoir le problème que quand vous exécutez un script qui est codé en carriage return line feed, qui est le standard Windows, vous allez peut-être à ce moment-là avoir un problème, mais ben en fait, le standard, ce qu'on voit le plus souvent dans DOS Windows. Mais dans Linux, ce que vous devriez faire, c'est toujours utiliser line feed. Donc, vous utilisez ici line feed. Et vous faites CTRL-S pour sauvegarder. Donc, je vais retourner de ce pas au PowerPoint. OK, donc si jamais vous êtes sur un système qui fonctionne qui n'est pas capable de reconnaître les terminaisons DOS Windows, vous allez avoir ce genre d'erreur-là un peu étrange qui va apparaître. Donc, si jamais vous avez ce genre d'erreur-là qui apparaît, vous savez que c'est parce que vous avez utilisé les mauvaises terminaisons de fin de ligne. À ce moment-là, pour régler le problème, il faut passer de CRLF à LF, puis vous pouvez faire ça comme je l'ai montré tantôt dans la démonstration. Et à ce moment-là, quand vous allez exécuter le truc, ça va fonctionner comme on s'y attend. Donc, dans Linux et macOS, dans un fichier texte, chaque ligne se termine par un unique caractère qu'on appelle LF ou line feed, qui est l'équivalent du fameux \n que vous connaissez. Dans DOS Windows, la convention la plus généralement acceptée, c'est de terminer chaque fin de ligne par 2 caractères. Okay? C'est la malheureuse convention CRLF pour Carriage Return Line Feed. Donc, \r/\n. Donc, nous, vu qu'on édite, ben en fait, c'est-à-dire que par défaut, dans PyCharm, etc., quand vous éditez sur Windows, il va utiliser la convention Windows, donc \r/\n ou CRLF. C'est celle-là qu'il va utiliser. Donc, vous allez vous ramasser avec des fichiers qui vont utiliser la convention CRLF. Mais comme on vient de le voir, en fait, il semble que maintenant, tout dernièrement, il semble que ça ne cause plus problème. Ben, tant mieux. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose que, bon, c'est ça. Les temps changent, tant mieux. Donc, mise en garde, pour les fichiers de code sur Linux, utilisez toujours la convention LF. Okay? Donc, par défaut, sur Windows, les programmes ont tendance à fonctionner avec la convention CRLF, qui n'est pas compatible avec Linux. Comme quand j'ai dit qui n'est pas compatible, là maintenant, ça a l'air que c'est compatible. Pourquoi je mettais ça en rouge? Okay, là, je devrais tout changer mon PowerPoint. Évidemment, si je commence à changer tout le temps toutes mes affaires, j'avancerai pas dans le cours. Donc, je vais me mettre une note pour l'année prochaine, mais maintenant, ça sera plus à mettre en rouge, ça va être à mettre en orange. Attention, sur certains systèmes Linux, ça marche pas, mais par miracle, il semble que maintenant, ça fonctionne. Ce qui nous amène maintenant aux permissions d'exécution. Donc, dans Bash, ok, supposons que vous allez dans votre Home Directory, ici, vous faites un CD pour tomber dans votre Home Directory, vous faites un nouveau dossier script, vous changez dans ce dossier-là, et vous faites echo bonjour dans bonjour.sh, donc vous venez créer un script bonjour, vous faites un cat pour l'afficher, qui est l'équivalent du type en DOS, vous faites un cat pour l'afficher, et ensuite de ça, vous l'exécutez. Bon, ça fonctionne. C'est-à-dire, si vous l'exécutez via Bash, ça va fonctionner, mais si vous essayez de l'exécuter directement comme ceci, ça ne fonctionnera pas. Alors que ça va fonctionner si vous l'exécutez ailleurs. Okay? Donc, pourquoi?
Donc, c'est ça ici, l'explication des commandes, c'est ce que je viens de dire. Donc, pourquoi ça ne fonctionnera pas? Pour une question de permission d'exécution. Donc, sous Unix, pour pouvoir exécuter un script ou n'importe quel autre programme, en fait, il faut que ce fichier-là possède la permission de s'exécuter. Donc, par défaut, cette permission-là n'est pas accordée. Donc, pour s'en rendre compte, vous avez juste à faire la commande ls-l, puis normalement, vous allez voir apparaître comme ici on l'a fait, ls-l. On voit que le script bonjour.sh, les permissions, c'est read-write read-write-. Ça veut dire qu'il n'y a pas la permission de s'exécuter. Parce que s'il y avait la permission de s'exécuter, ça serait read-write-execute. RWX, RWX, RWX. On aurait la permission d'exécuter. Mais read-write-, ça veut dire qu'on a juste la permission de lire, de modifier, mais on n'a pas la permission d'exécuter. Donc, pour avoir la permission d'exécuter, il faut l'ajouter. Donc, pour ajouter la permission d'exécuter, on peut utiliser la commande chmod plus X pour ajouter la permission d'exécution à notre fichier bonjour.sh. Une fois qu'on a fait ça, si on fait un ls-l, on voit que la permission d'exécuter a été rajoutée. Donc, read-write-execute, read-write-execute, read-write-execute. Et si maintenant on essaie d'exécuter notre script, on va voir que ça va fonctionner. Donc, on peut l'exécuter. Alors, question piège. Pourquoi on pouvait exécuter le script dans PyCharm sans problème? Okay. Alors, si jamais vous allez dans votre répertoire qui est dans le disque C, okay, ici, on n'est pas dans le disque C. Ici, on est dans votre Home Directory. Okay, ou, si vous voulez, vous êtes dans l'arborescence principale de votre file system Unix. Vous êtes dans un file system Unix. Quand vous êtes dans votre disque C, vous n'êtes plus dans un file system Unix. Vous êtes dans le file system Windows. Dans le file system Windows, il n'y a pas de permission d'exécution. Par défaut, tous les fichiers ont la permission d'exécution. Donc, c'est pour ça que si vous faites un ls-l, vous allez voir que les scripts ici ont tous la permission d'exécution. Donc, vous n'aviez pas de problème d'exécution à ce moment-là. Bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est la question de file system. Donc, le file system dans Windows possède déjà la permission d'exécution. Donc, admettons que vous venez de rajouter la permission d'exécution pour un fichier, mais que vous vous êtes trompé. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Alors, bien entendu, oui. Donc, supposons ici que vous avez la permission d'exécution sur bonjour.sh ici. Vous avez fait, à la place de faire chmod plus X, vous faites chmod moins X. Et à ce moment-là, vous allez enlever la permission d'exécution. Et vous allez voir que le fichier maintenant n'a plus la permission de s'exécuter. Donc, à retenir, c'est que si vous créez un script sur votre disque Windows ou une clé USB, vous n'avez pas à vous soucier des permissions d'exécution en ce qui concerne WSL, parce que par défaut, vous les avez. Okay. Donc, à moins de formater une clé USB avec un file system Linux, bien entendu. Mais si jamais vous créez un script dans votre racine Linux, donc dans votre dossier personnel Linux, et non donc dans votre file system Linux, alors vous devez accorder la permission d'exécution à votre script pour pouvoir l'exécuter. Donc cette approche, en fait, permet de protéger le pouvoir d'exécuter ce script-là en accordant la permission à certaines personnes, mais pas à d'autres. Vous pouvez l'exécuter parce que vous êtes le propriétaire du script. Bon, il y a plus de subtilité que ça, là. On pourrait rentrer dans la gestion des permissions dans Linux, mais ça dépasse, pour le moment, je trouve que ça dépasse un peu le cadre du cours. Donc l'idée, c'est que vous sachiez exécuter. En résumé, on a vu comment accéder aux différents endroits possibles pour scripter. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le document précédent. Comment éditer un fichier bash avec PyCharm. Utiliser installer shellcheck pour vérifier un script. Comment coder et exécuter un script bash rudimentaire. Comment et pourquoi ajouter un shebang. Pourquoi il faut porter attention aux fins de ligne. Bon, là, on voit que c'est beaucoup moins important qu'avant. Et comment ajouter, enlever une permission d'exécution. Mais pourquoi c'est pas nécessaire de le faire dans les lecteurs Windows. Les commandes qu'on a vues, mkdir pour créer un nouveau dossier, -p quand on veut pas se faire achaler parce qu'il existe déjà ou qu'il c'est ça.
mount pour monter un nouveau lecteur, unmount pour démonter, echo pour créer un nouveau fichier, mais on a vu qu'on pouvait aussi le créer avec un... En fait, vu que la question des line feed change plus grand chose, ben, on peut aussi créer directement notre fichier. /script, ça exécute le script. Bash script, ça exécute le script. Commentaire, ça commence par un croisillon. Ça, c'est un shebang avec la commande qui permet d'exécuter le script. chmod +X pour donner la permission d'exécution et chmod -X pour enlever la permission d'exécution. Alors voilà.